pédagogique et numérique de l'Université de Suisse. Donc voilà, je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci, professeur. Merci pour cette présentation où plusieurs points ont été marquants. Avant de poser mes propres questions, je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc ce sera moi. Alors, vous avez dit que l'apprentissage est amélioré ou bien stimulé par le plaisir. Et donc, à mon avis, avec cette information que nous procurent les neurosciences, je pense que la salle de classe doit être un lieu de bonheur et absolument pas un lieu de stress. Justement, donnez-nous votre expérience. Comment faire de sa classe un lieu de joie et de bonheur dans l'apprentissage? Merci pour ta question, Amel. C'est une question très pertinente. Alors, comme je l'ai dit, que l'apprentissage à l'ancienne par la transmission n'est plus valable. Nos étudiants ont complètement changé. Et donc, et ça se voit d'ailleurs dans les absences du cours. Quand il s'agit d'un cours magistral, les étudiants, dans leur majorité, sont absents parce que pour eux, le cours, de toute façon, ils vont l'avoir plus tard et ils ne peuvent plus tenir sur place 1 heure, 2 heures ou 3 heures dans le temps. Et donc, pour faire passer le message, pour attirer l'attention de l'étudiant, il faut absolument faire basculer notre façon de faire vers les apprentissages et les méthodes d'apprentissage actifs qui sont très nombreuses. On peut choisir quelques-unes. On n'est pas dans l'obligation de prendre toutes les méthodes d'apprentissage parce que les outils, on en a pas mal. Mais surtout, il faut absolument les rendre attractifs pour les étudiants par cette touche numérique. Donc, les étudiants ne veulent plus de papier. Donc, il faut absolument passer vers la numérisation, mais pas la numérisation comme ça, un cours qui était, c'est-à-dire un cours qu'on peut l'imprimer sous forme de papier, pas du tout ça, mais il faut absolument le rendre attractif par des quiz, par exemple, par le mettre sous forme, par exemple, de modules d'auto-apprentissage. Les modules d'auto-apprentissage, donc c'est un apprentissage qui est sous différentes formes, avec des récompenses parfois, avec des variétés, avec des micro-vidéos comme ça a été fait, avec des évaluations, un prérequis, un post-requis, un post-test, pré-test et post-test. Et donc il faut absolument les varier. Également, les neurosciences ont montré l'importance de travail d'équipe. Il faut faire travailler les étudiants en équipe parce que chacun, il apporte, on ne peut pas retenir toutes les informations. Quand on prend l'information, on la retient à 30-40%. Par contre, quand on travaille en groupe, on va la retenir, on va augmenter le niveau de rétention jusqu'à 70, voire même 80-90. Et là, il faut absolument travailler en équipe. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, je cite un exemple très réussi ici à la faculté de médecine. C'est ce qu'on appelle le team-based learning. Le team-based learning, c'est un apprentissage par équipe. Et donc, son processus, comment on le fait? On fournit tous les documents aux étudiants au préalable sur une plateforme. Et par la suite, l'étudiant il va travailler tout seul avec les modules d'auto-apprentissage, les vidéos, plusieurs outils sont mis à sa disposition. Et après, quand ils viennent, c'est en fait le principe de la classe inversée. Donc, il voit ce qu'il a à faire chez lui. Et après, quand il vient chez moi, ici à la faculté, c'est pour renforcer
même fait des évaluations de nos méthodes d'apprentissage ici à la faculté, puisqu'on a switché vers des apprentissages actifs depuis 2016-2017 et ça a donné de bons résultats et une très belle satisfaction des étudiants. C'est pour ça que la faculté de médecine de Sousse est très demandée. Oui, tout à fait. Et apparemment, cette année, la faculté de médecine de Sousse a les scores les plus élevés parmi les 4 facultés de médecine, apparemment. C'est pour ces méthodes d'apprentissage qui sont innovantes et qui sont très adaptées à cette nouvelle génération. J'ai vraiment été frappée par ce passage où vous dites qu'on est passé justement de l'économie de la connaissance à l'économie de l'attention, et ça c'est une révélation pour moi, parce que à mon avis la clé c'est là. Si on se rend compte que nos étudiants c'est une autre époque et c'est une autre culture et il faut vraiment capturer leur attention, nos enfants aussi, tout à fait. c'est un game changer. La connaissance, une vraie connaissance existe partout. Elles sont disponibles autant pour l'étudiant que pour l'enseignant. Donc on a tous accès à ces connaissances. Mais mon rôle à moi, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, c'est comment attirer l'attention de mon étudiant. Comment l'impliquer dans son processus d'apprentissage, parce que finalement c'est lui seul qui est responsable de son processus d'apprentissage. Nous, on va l'accompagner. Et donc cette économie d'accompagnement, c'est ça. C'est-à-dire c'est dans ce sens qu'on voit, c'est plus l'économie de l'attention, comment attirer son attention pour l'impliquer dans son processus d'apprentissage et pour lui clarifier les concepts et les notions nécessaires pour son futur métier. Merci pour toutes ces informations, professeur. Professeur Wolfram a des engagements, donc elle va nous quitter, mais justement, c'est dommage que vous n'allez pas être avec nous dans la photo de groupe plus tard, mais j'ai un trophée à vous remettre.